Bonjour, je reçois pour vous aujourd'hui l'auteur Kakou Ernest Tigori qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il est originaire de ce pays, d'Afrique, et je le reçois aujourd'hui pour qu'il nous parle de son engagement politique, mais également de sa passion pour l'écriture et de ses 3 ouvrages qu'il a publiés récemment, enfin depuis quelques années. Bonjour Ernest, comment ça va? Bonjour, je vais bien, merci. Je suis enchantée de te recevoir aujourd'hui. Je suis content d'être avec vous. Alors parle-nous de toi un petit peu, s'il te plaît. Présente-toi à nos spectateurs. Je m'appelle donc Kakou Ernest Tigori, je suis ivoirien, aujourd'hui j'ai 56 ans. Je suis de formation ingénieur, mais j'ai un engagement politique qui me fait participer au débat sur la gestion de mon pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi d'une façon générale sur l'Afrique et le monde noir depuis déjà un certain nombre d'années. En 1999, j'ai publié mon premier livre pour la Côte d'Ivoire. C'était une époque où la Côte d'Ivoire allait droit dans le mur. Et je fais partie de tous ceux qui ont essayé de s'exprimer, de conscientiser, de tirer l'attention de toute la classe politique, de nos frères et sœurs, pour éviter que ce chaos arrive. Je crois que nous n'avons pas réussi. Aujourd'hui, tout le monde sait dans quelle situation se trouve la Côte d'Ivoire. Et depuis 2002, il y a une rébellion qui a perturbé le destin de ce pays qui était très bien parti pourtant. Et la réflexion sur ce désordre africain, sur ce chaos qui ne faisait que grandir dans les années 1990 et 2010, m'ont conduit à une réflexion qui aboutit à la production de mon second livre qui était Pauvre Afrique, tu te relèveras. Ça, c'était en 2005. En 2005, un livre qui était, disons, en quelque sorte, notre manifeste politique. Absolument. Voilà. Donc, en réalité, tu es là pour conscientiser les lecteurs de tous horizons. Hein, on va revenir sur Pour la Côte d'Ivoire, qui est un essai, une compilation de libres tribunes qui ont été publiées dans différents organes de presse locales ivoiriennes. Comment a été perçu ce premier ouvrage politico-historique ? Oui, disons que pour la Côte d'Ivoire, comme vous le dites, c'était une compilation d'articles déjà publiés, mais c'est le succès de ces articles qui a donc conduit à les rassembler dans ce premier livre. Par contre, Pauvre Afrique, tu te relèveras est une réflexion globale sur la gouvernance de l'Afrique et du monde noir, parce que quand on regarde toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique occidentale, l'Afrique australe, l'Afrique centrale, le monde noir, manifestement, un problème de gouvernance, un problème d'organisation sociétale. Donc, il me fallait comprendre, il fallait chercher à travers notre pratique de la gouvernance, à travers notre histoire, qu'est-ce qu'on pouvait tirer comme leçon pour pouvoir comprendre le passé et surtout améliorer le futur, envisager pour les futures générations. Tout à fait. Voilà, alors c'est bien à la suite du coup d'État de 1999 et de la rébellion de septembre 2002 que tu as décidé d'aller au-delà du débat d'idées et de prendre une part vraiment active dans la lutte politique en fondant l'Union pour la Nouvelle Nation, l'UNN. Voilà. L'UNN, voilà, c'était, disons, l'affirmation de cette volonté de participer de façon très déterminée à la conduite du pays. Donc c'est un parti politique que nous avons créé, qui nous a permis de nous exprimer. Mais je dois avouer que depuis, ça fait quoi, 13 ans, 14 ans que nous existons, mais nous n'avons politiquement pas réussi à nous affirmer. Moi-même, j'ai dû à un moment donné quitter la Côte d'Ivoire pour des questions de sécurité. Pour des questions de sécurité. Voilà. Donc tu es en exil, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est le terme, hein, depuis 2009, pour garantir ta sécurité existentielle. Absolument. Et comment ça se passe alors? Est-ce que tu le vis bien? Est-ce que tu as quand même des regrets par rapport à la situation politique qui fait que tu ne peux pas, pour le moment, retourner en Côte d'Ivoire par rapport à tes engagements politiques? Disons que notre vocation est toujours d'être chez nous pour contribuer à faire avancer les choses. Mais ceci étant, il faut arriver à trouver un cadre qui vous permette non seulement de vous exprimer, mais même pour des questions basiques pour vivre décemment. Voilà, moi j'ai été
licencié, condamné, persécuté. Ma vie a été en danger, donc j'ai dû quitter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je cherche les conditions du retour, dans mon pays, mais cela suppose qu'un certain nombre de choses soient réglées. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance en Côte d'Ivoire? Tu as grandi à Yamoussoukro ou à Abidjan? Non, j'ai grandi, disons, d'abord à Abengourou, qui est une région de l'Est de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à mon adolescence, c'est à l'âge de 16 ans, quand je devais aller au lycée, que je suis retourné à Abidjan, où je suis né. Je suis né à Abidjan. Tu es né à Abidjan, voilà. C'est quand j'avais 4-5 ans que mes parents ont déménagé à Bangourou. Donc j'arrive à Abidjan, je retourne à Abidjan à l'âge de 16 ans pour le lycée. Ensuite, bon, je reste à Abidjan jusqu'à la fin de mes études d'ingénieur qui se terminent 2 ans à Yamoussoukro quand même, parce que l'école, entre-temps, a été déménagée à Yamoussoukro. Délocalisée. Voilà. Délocalisée à Yamoussoukro. Et quel étudiant étais-tu? Quel élève étais-tu? Oh bon, je pense que j'ai eu un parcours, somme toute, correct. Pour pouvoir faire des études d'ingénieur, cela nécessite qu'on fasse montre de certaines aptitudes. Voilà. Absolument. Donc, là où je voudrais en venir, c'est est-ce que tu penses que dans ton adolescence ou dans ton enfance, tu étais déjà conscient des réalités du continent africain? Quand nous étions adolescents, nous étions, je dirais, dans une certaine insouciance. Moi, je suis de ceux qui ont cru que qui croyaient à ce qu'on appelait les pays en voie de développement. Donc, c'est-à-dire que nous étions en train de nous développer. Nos pays construisaient des routes, on voyait des immeubles qui sortaient de terre. Voilà, le développement était inscrit. C'était un déterminisme. Dans tous les cas, on allait se développer, on allait devenir comme les Blancs, on allait peut-être même demain avoir des villes africaines qui seraient comme Paris, que c'était quelque chose d'inscrit dans le cours de l'histoire. Donc on avait cette insouciance, mais très tôt, personnellement en tout cas, dans les années 80, en tant qu'étudiant, j'ai commencé à réaliser que nous avions un problème de gouvernance réellement. Nous avions une élite qui n'était pas à la hauteur, qui était irresponsable, parce que ça, c'est des choses qui sont de notoriété publique, la corruption, oui, le désordre. Tout à fait, parce que c'est un vrai paradoxe avec cette élite composée de politiques qui mènent des vies de milliardaires pendant que le peuple souffre. Voilà, l'Afrique a été trahie par ces élites. C'est ce qu'il faut dire. L'Afrique a été trahie par ces élites. C'est vrai que ce n'est pas le discours qu'on entend généralement, parce que aujourd'hui, malheureusement, les Africains préfèrent la facilité d'accuser l'Occident d'être responsable de tous les problèmes de l'Afrique, d'être responsable du pillage de l'Afrique, d'être responsable du désordre, mais c'est faux. Le vrai problème des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes. Les cadres africains, les élites africaines ont trahi les populations. On a en Afrique que, en guise de dirigeants, on n'a que des barons pillards. Voilà. Bon, mais ça, c'est une panne culturelle, oui, que d'autres régions ont connue. Il faut se plonger, il faut puiser, il faut, se plonger dans l'histoire pour comprendre que nous ne vivons rien de particulier. C'est des choses que d'autres ont connues sous d'autres cieux. Nous sommes ici en France aujourd'hui, mais sachez que à la chute de Rome, à la fin du 5e siècle, pendant 5 siècles, l'Europe va être dans le désordre. Cette Europe qui avait été tirée par la brillante Rome va tomber dans un désordre comme pas possible. Les premiers rois de France, les Clovis et autres, les Mérovingiens, tout ça, c'était des sauvages, oui, en réalité. Ce n'est que après le Xe siècle que petit à petit, l'Europe va se retrouver pour pouvoir dominer par la suite le monde. Nous sommes d'ailleurs ici à Saint-Denis, l'un des premiers rois de France qui va mettre de l'ordre dans ce pays, c'était le roi Louis VI, et l'un de ses conseillers, c'était l'abbé Sugère, qui était l'abbé de Saint-Denis. Voilà, donc c'est juste pour la petite histoire. C'est ceux-là qui vont mettre l'élite française au pas. Debout. Ils vont s'attaquer aux barons pillards qui empêchaient le pays de pouvoir se redresser. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Ça fait quoi? Nous sommes indépendants depuis bientôt 60 ans. Dans l'histoire d'une vie, c'est beaucoup, mais dans l'histoire d'un peuple, c'est pas grand-chose. L'essentiel, c'est que nous comprenions que nous ne pouvons pas continuer à diriger nos pays comme nous le faisons.
Malheureusement, jusqu'aujourd'hui. Donc c'est cette situation politique en Afrique en général qui a déterminé ton envie d'écrire et de dénoncer ces abus, ces injustices. Absolument, c'est des choses qui, ça vous prend les tripes. Ça. Je veux dire, on ne décide même pas à la limite de s'engager. Vous vous engagez sans réfléchir parce que vous êtes concerné. Vous avez en tout cas une vision des choses qui font que vous avez envie que ça change. Nous ne sommes pas moins intelligents que les autres peuples. Mais regardez comment est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique a régressé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 1960, quand les États africains accédaient à l'indépendance, l'Afrique avait à peu près 9% de la population mondiale et produisait à peu près 9% des richesses mondiales. C'est-à-dire que notre démographie était en rapport avec notre participation à l'économie mondiale. Aujourd'hui, près de 60 ans après, nous sommes peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, près de 20% de la population mondiale et nous ne produisons même pas les 2% des richesses mondiales. C'est-à-dire que l'Afrique a régressé. Donc on n'exploite même pas la moitié, enfin on n'exploite pratiquement rien des richesses, des ressources de l'Afrique. Oui, bon, les ressources sont beaucoup plus exploitées par des compagnies étrangères, mais ça, ce n'est pas un problème dans tous les cas. Il faut bien des gens qui ont les compétences techniques et financières pour engager une production. Mais le vrai problème, c'est que les États sont inconsistants pour pouvoir en tirer le meilleur et faire évoluer la société, faire une redistribution qui permette aux gens d'améliorer leur quotidien. C'est ça la vraie difficulté. Voilà. Donc, les États africains, depuis les indépendances, ont été engagés dans un processus de dégradation. L'État, qui est un pouvoir qui n'est pas un pouvoir personnel, le pouvoir étatique va être transformé en pouvoir personnel et les gens, ce sera plutôt des coteries qui vont se partager les richesses du pays, qui vont piller les richesses du pays. C'est ça le vrai problème. Et ça, il faut que nous le comprenions au lieu de passer notre temps. Aujourd'hui, je vois par exemple, il y a un panafricanisme qui se développe sur les réseaux sociaux, un panafricanisme revanchard, haineux, qui se répand en invective contre les Blancs, contre l'Occident, mais ils sont totalement hors sujet. Ils se trompent de cible. Ils sont totalement hors sujet. Le vrai problème, c'est nous-mêmes, c'est pas les Blancs. Tout à fait. Dis-moi, Ernest, alors, sans te couper la parole, moi je suis intriguée par cette couverture, cette première de couve de ton premier ouvrage pour la Côte d'Ivoire. Peux-tu nous expliquer? Donc c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. L'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. La Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Et puis orange, blanc, vert, ce sont les couleurs de la Côte d'Ivoire avec la carte. Voilà, donc c'est assez parlant. Quoi, oui, c'est assez parlant. C'est pour ça que je tenais à mettre l'accent dessus. Ça montre aussi l'amour, voilà, qu'on a pour le pays et l'éléphant, la force. Parce que quand on est désespéré, on ne fait pas de politique. Aujourd'hui, si je parle de ces choses, c'est parce que je pense que ça peut changer. Ça peut changer. Il n'y a aucune raison. Nous n'avons pas moins de capacité que les autres. Donc ce livre se propose de permettre au lecteur de sortir de la confusion en examinant un certain nombre de problèmes un à un à travers différents articles. Tu pourrais nous en lire un petit extrait, s'il te plaît? Ou en parler. Peut-être oui. Peut-être oui. Je te prête mon exemplaire. Il aurait peut-être fallu me choisir l'extrait. Bon, qu'est-ce que je peux lire? Bon, je vais commencer par le premier. Oui, avec la grand première plaisir. Publication. Alors, je rappelle que cet ouvrage est paru en 1999. Hein. C'est un essai une compilation de libres tribunes qui ont été publiés dans toute la presse locale ivoirienne. Bon, là, je parlais en 1999 du pouvoir politique ivoirien. À quelques semaines d'ailleurs de la chute de Bédié, qui était le président à cette époque. Oui. Donc là, c'était une situation précise sur laquelle tu t'es exprimé. Voilà, je faisais une analyse de cette situation sous Bédié. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à toutes ces vérités que tu as dénoncées dans tes ouvrages que tu as été un petit peu mise à l'écart au niveau politique? Dans tous les cas, vous savez qu'en Afrique, la critique n'est pas très acceptée. Voilà, donc à partir du moment où vous voulez que les choses changent, vous devenez vous-même une cible. Et on ne vous pardonne pas quand l'occasion se présente. Bon, mais je veux dire, je ne m'appuie pas sur mon sort personnel. Je crois que mon sort n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est ce que vit la Côte d'Ivoire. Voyez tous ces jeunes qui
ce flux de jeunes qui partent et qui prennent des risques dans la Méditerranée. Vous savez, la Côte d'Ivoire est l'un des pays émetteurs de cette émigration, enfin, quand on est ici en Europe, cette immigration qui passe par la Méditerranée. La Côte d'Ivoire est l'un des principaux pays émetteurs de cette émigration-là. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui normalement a tout. C'est un véritable problème pour les jeunes qui décident finalement de fuir l'Afrique parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte. Pour se donner une chance. Donc par rapport à tout ça, comprenez que nos destins personnels ne sont pas les plus importants. Et dans tous les cas, chacun doit inscrire ses ambitions personnelles, son destin personnel dans le destin de son pays, dans le destin de sa communauté. Aujourd'hui, moi je parle du peuple noir d'une façon générale, pas seulement le peuple africain, mais tous les noirs de la diaspora, les noirs des Caraïbes. Il faut à un moment donné que nous développions une conscience, peut-être que ça nous permet d'arriver sur le souverain noir, parce Absolument. que c'est l'objet de ce livre, c'est un livre militant, pour que nous développions une conscience qui permette à l'Afrique de se ressaisir et d'avancer plutôt que de laisser la jeunesse abandonnée à ces vendeurs de haine que sont tous ces africanistes haineux qu'on voit sur les réseaux sociaux qui ne sont que dans les vectives et dans l'injure, la colère contre le blanc. Le problème n'est pas là, j'insiste, je suis obligé je m'excuse de me répéter sur cette question. Le problème c'est nous-mêmes. Voilà. Connaître notre histoire d'abord, savoir d'où nous venons, et savoir d'où nous venons doit nous permettre de comprendre que ce que nous vivons n'est pas une fatalité. Vous savez que l'Afrique a connu des pages cambriantes. Je prends ne serait-ce que la période du Moyen-Âge avec en Afrique occidentale des grands États comme le Ghana. Le Ghana, par exemple, au 9e siècle, au 10e siècle, la France de Charlemagne n'avait pas le prestige international du Ghana. Il y a eu le Ghana, il y a eu le Manding, tout à fait. Il y a eu le Songhai. Le Mali aussi, avec le Mali, c'est le Manding. D'accord, c'est les Mandingues. Avec Soundiata Keïta. Soundiata Keïta, voilà. Exactement. Et le Songhai qui a disparu à la fin du XVIe siècle, à la suite d'une invasion de l'Empire chérifien du Maroc aujourd'hui. Bon, donc, l'Afrique a connu des États qui ont montré leur capacité de gouvernance, et c'était des États multiethniques. Absolument. Voilà. Sur des territoires qui étaient nettement plus vastes que nos petits États africains aujourd'hui. Et à la fin du XVIe siècle, quand le plus grand empire, qui était le Songhai à l'époque, disparaît, cela correspond à une période où la présence des Européens sur les côtes africaines était déjà effective, et l'Afrique ne va pas, après le Songhai, créer de nouveaux États aussi vastes, mais ça sera plutôt des petits royaumes plus modestes qui vont se former sur la façade atlantique et qui vont d'ailleurs être des principaux acteurs de la traite négrière, de la traite atlantique. Bon, ça c'est l'histoire. C'est l'histoire. Oui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons déjà fait montre de notre capacité de gouvernance. Et que ce n'est pas une tare congénitale pour nous, cette mauvaise gouvernance que nous connaissons aujourd'hui. Seulement la gouvernance, il y a ses règles. Et il faut qu'on les applique, qu'on accepte de les appliquer, qu'on mette hors d'état de nuire cette élite irresponsable qui détruit l'Afrique. Voilà. C'est vrai. Le passage à lire. Oui, mais je vois que tu es vraiment très très engagé. Je cherche un passage qui soit très parlant. Parce que... Alors, la responsabilité du peuple noir dans son propre destin, ça c'est vraiment le cœur de ton sujet dans tes différents ouvrages. Absolument. Donc on va t'écouter sur ce premier ouvrage qui est paru en 1999. Bon ben donc écoutez, j'aurais dû faire mon choix avant, mais je vais lire quelque chose. Hein, ça c'était en Côte d'Ivoire, dans ce désordre que nous avions. Nous voulons une opposition qui ne verra pas l'accession au pouvoir comme une fin en soi, mais plutôt comme la conséquence logique de son action réfléchie et patiente de sensibilisation de l'opinion aux vrais dangers qui nous menacent dans la situation actuelle, aux solutions qu'elle propose et à l'espoir qu'elle porte. Je pense qu'une opposition responsable et intelligente, si elle a le mérite d'exister, bénéficie toujours de l'usure que l'exercice du pouvoir fait subir à ses auteurs. En fait, là, je parlais de cette opposition en Côte d'Ivoire dans les années 90, qui était une opposition violente. Très violente. Très violente, qui était rassemblée dans ce qu'on appelait le Front républicain, qui rassemblait Alassane Ouattara, le président actuel, et Laurent Gbagbo, qui était l'opposant historique. Oui. Ensemble, ils vont créer le Front républicain, qui va plonger la Côte d'Ivoire dans la violence. Et depuis que ces deux sont passés au pouvoir, ben, voyez-vous, ils ont bien confirmé
qu'ils ne pouvaient pas apporter grand-chose à la Côte d'Ivoire. Ils ont plongé la Côte d'Ivoire dans la guerre. Et déjà, en 1999, je les critiquais en tant qu'opposants violents qui ne cherchaient qu'à faire tomber le pouvoir pour le ramasser. Ce n'était que l'assoiffement du pouvoir. Il ne paraissait que des assoiffés du pouvoir, mais pas des gens qui avaient une vraie réflexion pour conduire le pays. Gbagbo sera président en 2000. À partir de 2002, il y a une rébellion derrière laquelle il y a la main d'Alassane Ouattara, qui lui-même deviendra président en 2011. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. Voilà, donc, vous me faites lire ce passage. Ah oui, je vois. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que tu as quand même de l'espoir. Tu as quand même de l'espoir parce que ton deuxième ouvrage, qui s'intitule « Pauvre Afrique, comme ma chère Côte d'Ivoire, tu te relèveras », c'est plutôt positif. Absolument. Comme je vous ai dit, les périodes de désordre sont très fréquentes dans l'histoire des peuples. Je vous ai parlé du cas de l'Europe entre le 6e et le 10e, 11e siècle. L'Europe était dans le noir. Mais à un moment donné, l'élite s'est ressaisie. Quand vous prenez l'histoire de l'Égypte antique, entre l'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire, il y a chaque fois des périodes qui vont des fois jusqu'à 2 siècles de désordre, où le pouvoir a été mietté, parce qu'il y a une impéritie qui gagne la classe dirigeante. Donc, c'est des choses qu'avec un large regard sur l'histoire de l'humanité, on comprend. Donc aujourd'hui, moi je considère que l'Afrique traverse une panne culturelle. L'Afrique traverse une période de mauvaise gouvernance liée à une impéritie de l'élite. Mais ça, ce n'est pas une fatalité. Il suffit que une élite responsable s'engage dans la réflexion, dans le partage, pour bâtir quelque chose. Dans une bonne organisation. Dans une bonne organisation. Et je vous ai dit que mon dernier livre est un livre militant. C'est un livre militant qui appelle à la création de ce que j'appelle la conscience noire, qui est une élite qui doit réfléchir à mieux orienter le pouvoir politique africain pour la production de la justice sociale, pour la production du bien commun et une répartition beaucoup plus équitable des produits de la nation. Voilà, donc ça, c'est un livre militant qui appelle à cela. Et pourquoi l'avoir intitulé « Le souverain noir » ? On en parle en 2 mots. Alors, je vais vous faire un petit résumé très rapide, un pitch comme on dit. Alors, en ce début d'année 2012, John, paisible citoyen américain d'origine ghanéenne, se retrouve embarqué dans une mission auprès de Barack Obama, le président des États-Unis d'Amérique, pour une histoire incroyable. Après sa rencontre avec Moïse dans le désert égyptien, sous Ramsès II, le richissime nubien Ahmed consacra sa vie à l'accumulation de richesses et de savoirs destinés à être mis à la disposition du souverain noir, vertueux, que l'être suprême lui avait promis. Alors tu peux nous en dire un petit peu plus, parce que là je pense que tu es allé vraiment chercher dans l'histoire. Il y a une certaine fierté aussi par rapport à Barack Obama. Oui, absolument. Disons que ce livre permet de rendre un hommage au destin exceptionnel de Barack Obama. Comme je dis, il y a 15 ans, 20 ans, personne ne pouvait à un seul instant penser que un noir pouvait se retrouver à la tête des États-Unis. Donc c'est un fait exceptionnel, un fait historique. Donc ce livre permet de porter témoignage de ce fait-là en rendant un hommage à Barack Obama. Et en même temps, c'est une fiction qui, en utilisant Barack Obama, permet de mettre en lumière cette Afrique irresponsable, cette Afrique qui n'est pas capable de s'organiser pour assumer son destin. Voilà, donc c'est le prétexte pour développer une analyse sur la gestion politique de l'Afrique et du monde noir. D'accord, donc Le Souverain Noir est paru aux éditions du Panthéon. Panthéon en 2013. En 2013, et il est disponible dans toutes les bonnes librairies, sur les plateformes également Internet, on peut les télécharger, on peut, pas les télécharger, mais les acheter oui, il existe en version électronique, et il doit exister on peut en trouver aussi quelques-uns auprès de moi-même. D'accord, donc justement, auprès de toi-même, tu es présent sur les réseaux sociaux, tu as un site Internet sur lequel on peut retrouver l'ensemble de tes ouvrages, ta biographie. Oui, sur Facebook, j'ai un site, Kakou Ernest Tigori, avec des pages Le Souverain Noir et une page Mathieu Africa, donc tout ça dans une mouvance de militantisme en faveur de la bonne gouvernance du monde noir. Voilà. Tout à fait. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que Kakou Ernest Tigori est un intellectuel engagé qui dénonce depuis la fin des années 1990 la classe politique qui ruine son pays, la Côte d'Ivoire. Donc je vous recommande vivement la lecture de cet ouvrage, Le Souverain Noir.
paru aux éditions du Panthéon. Et j'en profite pour te remercier d'avoir passé ces moments avec nous pour nous présenter ton engagement, tes ouvrages. On te retrouvera certainement bientôt. Effectivement, c'est passé vraiment, vraiment très vite. N'oubliez pas donc Kaku Ernest Tigori à découvrir sur les réseaux sociaux, dans les bonnes librairies, pour l'ouverture des consciences, pour ouvrir nos consciences sur la responsabilité du peuple noir dans son propre destin. Je vous remercie. Je vous remercie. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt, Ernest. Merci bien.